Guérilla artistique et guérilla sociale. Ce titre qui a été choisi par Philippe Corcuff interpelle et je me suis dit qu'il s'agissait peut-être dans un premier temps d'interroger le terme même de guérilla, littéralement, petite guerre. Guérilla qui signifie la petite guerre que mène un David contre un Goliath, contre un ennemi supérieur en puissance. D'où l'exigence pour ce David d'user de la ruse, de faire preuve d'invention, et qui dit invention dit peut-être également créativité, d'où ce lien entre guérilla peut-être sociale et guérilla artistique. Imaginer une guérilla sur le plan artistique impliquerait peut-être de vous entretenir de propositions de type de l'agite-prop, comme forme de guérilla à la suite de la révolution russe. On peut penser au ciné-train de Medvedkin dans les années 20, dans les années 30. On peut penser également à la Chine avec les Dazibao, ces tracts muraux au moment de la révolution culturelle chinoise. On peut penser au Brésil, au théâtre des paysans sans terre, le théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal. On peut penser beaucoup plus près de nous à des actions symboliques du type de celle d'Act Up, recouvrant l'obélisque de la Concorde d'un gigantesque préservatif pour soutenir la cause et rendre sensible la cause du sida et des sidéens. On peut penser aussi aux techniques de brouillage culturel, aux techniques de piratage informatique, de détournement de la communication de masse du type de celle des Yes Men. J'ai cependant pris, après avoir dit ce que je ne ferai pas, j'ai pris une autre voie, celle d'interroger comment l'art peut être politique. Et je prendrai des exemples essentiellement dans le domaine du théâtre, peut-être un peu du cinéma, des arts plastiques et de la littérature. On a cité le premier soir Bertolt Brecht, je crois, au tout début d'une conférence. Je n'ai pas pu assister à ce moment-là, mais je suis arrivé par la suite, et j'avais envie de commencer de la même manière, avec Sainte-Jeanne des Abattoirs, une pièce qui m'apparaît opportune de citer aujourd'hui parce qu'elle évoque la crise de 1929, une crise puissante à laquelle on compare notre crise. Et quand survient cette crise, Bertolt Brecht imagine, au travers de l'exemple du commerce de la viande à Chicago, un commerce industriel, imagine de questionner le fonctionnement du capitalisme et son idéologie. Le roi de la viande, dans la pièce, un personnage nommé Mauler, de l'allemand Maulen, gindre, de fait, se plaint toujours. Il étale ses états de conscience, il est ému par la pauvreté, par ses ouvriers transis de froid quand vient l'automne puis l'hiver, et néanmoins, il poursuit ses affaires. C'est que Mauler évoque en lui une force irrépressible, une inclination quasi naturelle qui le pousse à continuer sa besogne, à quêter le profit par tous les moyens possibles. D'ailleurs, Mauler nous demande « Mais pourquoi arrêterai-je ce commerce? Si j'arrête, un autre prendra ma place et donc rien ne changera fondamentalement. » Mais le point essentiel de la pièce de Brecht est ailleurs. Les fabricants de viande qu'il nous montre et les chapeaux noirs, personnages fameux dans cette pièce, sorte d'avatar théâtral de l'armée du salut, qui propose soupe contre prière aux ouvriers, eh bien ces chapeaux noirs et les fabricants de viande considèrent la misère sociale comme un malheur, une épreuve au mieux, au pire, une fatalité. Les fabricants disent ceci: les crises sont des catastrophes naturelles. Et les salutistes abondent en ajoutant: le malheur vient comme la pluie. Et ajoutent: les peines seront récompensées, mais dans l'autre monde. La force politique de cette pièce, le pouvoir du théâtre, du moins entre les mains de Brecht, est précisément de débusquer l'hypocrisie de ce discours, son non-dit et sa facture proprement idéologique, de montrer que les crises sont le produit d'un système et que le système lui-même n'est pas un Moloch sui generis, mais lui aussi une construction humaine, lui aussi la construction des hommes, la construction du moins de certains hommes. Or, dans l'idée de Brecht, ce que les hommes ont fait, ce que les hommes ont conçu, peut être défait et un autre monde peut succéder à l'actuel. En donnant par l'imagination une forme au réel, Brecht nous donne une prise sur lui, une prise qui permet une élévation du niveau de la conscience et peut succéder à cette élévation du niveau de la conscience une nouvelle prise peut-être pour l'action. Ce lien
entre création artistique et lutte sociale n'est pas secondaire, car on le sait depuis Marx, on le sait depuis Gramsci, on le sait peut-être encore mieux depuis Althusser, la domination ne se contente pas du seul terrain de l'infrastructure économique pour s'éprouver. Elle s'exerce aussi dans le monde des représentations sur le terrain du symbolique, car la réalité sociale est un rapport de sens et pas simplement un rapport de force. Ou alors, pour mieux dire, un rapport de force s'exerce également dans le champ du sens. Aussi, la résistance doit-elle opérer à la fois sur le terrain de l'économique, mais également sur celui du culturel, et ne pas omettre ce que Gramsci nous apprenait en disant qu'il convenait de développer des luttes contre-hégémoniques dans son vocabulaire. Les Cultural Studies en Angleterre évoquent le soft power et Pierre Bourdieu la violence symbolique. Pierre Bourdieu, ce sociologue critique qui inspire la démarche d'un Gourcuff notamment, Bourdieu indique que la violence symbolique, c'est cette violence qui se méconnaît comme violence, cette violence qui n'use pas de la force nue. Une violence pourtant insidieuse puisqu'elle nous incite, dit Bourdieu, à prendre le monde comme allant de soi, à le trouver naturel, parce que, bien entendu, les structures cognitives qu'on lui applique, qu'on applique à ce monde pour le comprendre, sont issues elles-mêmes des structures sociales de ce monde inégal. On pense ici, après la relecture de Bourdieu, à ce que disent les chapeaux noirs et les fabricants de viande dans la Sainte-Jeanne de Brecht. Or, la définition de ce qui est légitime passe par des querelles de mots, passe par des querelles rhétoriques, passe par des querelles de sens, et pas que par la lutte des classes toutes nues. Or, le théâtre, par exemple, a un pouvoir de monstration, il a un pouvoir de nomination dont il peut user dans le sens de la dénonciation de l'ordre établi, comme il est vrai dans le sens de sa défense, de sa glorification. J'aimerais avancer d'un cran dans cette évocation du social et de l'artistique comme imitation ou représentation. C'est une imitation et une représentation d'une action. Imitation mise en œuvre par des personnages eux-mêmes agissants. Le théâtre imite donc, dans la version d'Aristote, une action non pas en la racontant, mais en l'accomplissant effectivement. Et il faut signaler que c'est précisément parce que le théâtre est imitation d'action que Platon le réfutait. Platon nous disait, dans sa théorie philosophique, que le théâtre nous éloignait de la vérité. Le théâtre procurait des illusions. Il faut rappeler peut-être que dans l'idée philosophique de Platon, l'attitude qui a le plus de valeur est l'attitude contemplative, l'attitude théorique, l'attitude philosophique. Il prenait l'exemple fameux du lit, en considérant que le philosophe s'intéressera, s'agissant du lit, à l'idée du lit. Il cherchera à savoir quelle est l'essence du lit. Un lit est un lieu où on se repose, où l'on dort, où l'on se reproduit. Un lit est un lieu avec peut-être un sommet, si c'est un lit à baldaquin, avec peut-être des pieds ou non. Il cherche l'essence du lit. Il y a, dans l'exemple de Platon, la version également du producteur, de l'artisan. Celui-ci va fabriquer un lit bien particulier, à baldaquin ou pas à baldaquin. Et puis vient l'artiste, le peintre, dans l'illustration de Platon. Le peintre, lui, va fixer une apparence, va fixer l'apparence d'un lit singulier, d'un lit accidentel, d'un lit particulier. Dans la philosophie de Platon, si l'idée du lit est la plus haute valeur philosophique, la construction du lit est une valeur seconde qui nous éloigne de 2 degrés de l'idée philosophique et le lit du peintre nous éloigne au 3e degré de la vérité de l'idée. Aristote va prendre le contre-pied de cette réfutation de l'intérêt du théâtre pour la vérité. Non pas qu'Aristote considère le poète dramatique comme étant plus valeureux que le philosophe, pas du tout. Sur ce point-là, il s'accorde avec Platon. Mais Aristote va considérer que le théâtre, par l'imitation d'action, est indispensable pour toucher à une certaine forme de vérité, à une forme de vérité bien particulière, une vérité qui est immanente à l'action. Quand la tragédie athénienne imite des actions, elle les imite avec tout ce qu'elles ont de contingent et d'apparence, c'est vrai. Et il s'agit là de ce que Aristote baptise la vérité de la praxis dans sa dimension la plus concrète,
qui ne peut précisément pas, cette praxis, être détachée de l'apparence, être détachée de cette contingence. Aristote nous enseigne que la praxis questionne le bien agir, la vie belle et digne d'être vécue, nous dit-il. Il nous enseigne aussi que cette sagacité pratique, ce bien agir qu'il nomme la phronésis dans le cas du théâtre, ne s'applique pas à l'individu isolé, mais à l'individu comme individu relié à une pluralité, à l'homme dans la cité. D'où ce fait que la tragédie serait un art qui nous éclaire sur le plan politique, qui interroge en clair le politique. J'aimerais avancer encore d'un cran dans cette analyse de la création, de la facture de l'œuvre, en interrogeant la question de l'engagement et de l'efficace propre à l'art, en posant d'abord avec Sartre que ce débat est peut-être un faux débat que le débat de l'engagement. Parce qu'il ne saurait y avoir, nous dit Sartre, de littérature dégagée. Et il reprend pour le coup une formule vieille de plusieurs siècles, celle de Pascal, qui nous dit que nous sommes embarqués, c'est-à-dire nous sommes tous placés dans une situation qui nous contraint, une situation qui nous définit, une situation enfin qui nous engage au sens où elle est porteuse d'une vision du monde elle-même située. Alors, pour Sartre, qu'on le veuille ou non, cette situation s'avère une prise de position et sous-tend un choix. Pour l'écrivain, nous dit Sartre, dans le cas de la littérature, il n'y a pas d'échappatoire possible, même par le silence. Choisir de ne pas choisir, c'est encore choisir. Mais posons tout de même l'idée d'un art engagé, d'un art politiquement conscient. Et demandons-nous à quoi tiendrait l'efficace spécifique de l'art dans le questionnement, dans l'affirmation, dans l'affrontement des valeurs, dans l'affrontement des représentations. Qu'est-ce qui confère une force de persuasion à la fiction et qu'entend exactement Aristote par cet intermédiaire entre le général et le particulier, cet endroit où se trouve le poète dramatique. Alors Aristote et Brecht nous aident encore une fois tous les deux à poser que le caractère persuasif de l'art peut notamment se chercher dans la capacité du théâtre, pour prendre cet exemple, à mettre en scène des êtres exemplaires, à opérer une concrétisation d'idées, une concrétisation de principes. Mettre en scène des êtres exemplaires par deux moyens, l'exemplification et l'exemplarité. L'exemplification, par exemple, lorsqu'on a affaire à des cas particuliers choisis pour leur caractère typique. On pourrait dire de Molaire qu'il est une exemplification dans Sainte-Jeanne des abattoirs. On pourrait dire de la cantinière Anna Firling dans Mère Courage qu'elle est une exemplification. Vous vous souvenez de l'histoire de Mère Courage qui tire sa subsistance et celle de ses enfants de la guerre, pourvoyeuse de mort, pourvoyeuse même dans sa famille de mort cruelle, qui va d'ailleurs, par la préservation de son gagne-pain, causer la perte de ses enfants. Avec en filigrane la question forte de Brecht, peut-on se plaindre d'une guerre et chercher à en tirer profit? Alors on le voit, comme pour Sainte-Jeanne des abattoirs, dans Mère Courage, le personnage central manifeste son impuissance à devenir un personnage véritablement cohérent, puisqu'il a une action contradictoire et qui va causer la perte de ses enfants, une impossibilité d'être cohérent dans le monde tel qu'il va, et la nécessité donc de changer ce monde et de ne pas attendre ceux qui nous disent qu'il faut attendre une régénération de l'homme. Voilà pour l'exemplification. Pour l'exemplarité, il s'agit de choisir des modèles pour leur caractère remarquable, pour leur exceptionnalité. C'est le cas, pour citer un autre auteur, du Jean Valjean des Misérables de Victor Hugo. L'art, donc, peut engager un certain art par la concrétisation de principes. Un certain art est vecteur de démonstration parce qu'il donne corps à des propositions abstraites. L'œuvre donne chair donc à des principes. Et là aussi, peut-être pour clarifier la distinction, on peut citer deux exemples. Si L'Esprit des lois, un essai de Montesquieu, nous donne à comprendre pourquoi l'esclavage est une chose qui est un mal, la case de l'oncle Tom de Beecher Stowe nous montre comment c'est un mal, nous fait ressentir combien c'est un mal. Et c'est cette case de l'oncle Tom qui va jouer un rôle singulier dans l'abolition effective de l'esclavage aux États-Unis. Car l'art peut montrer des hommes, et non l'homme avec une majuscule,
l'art peut montrer des individus singuliers et non des notions abstraites qui toucheraient infiniment moins. Mais par rapport à la généralité et à l'abstraction des principes, par rapport à l'infini circonstanciel, un autre philosophe allemand, à la fin du XVIIIe siècle, Kant, nous propose un terme, le terme de schème, pour dire que l'art peut proposer des schèmes qui permettent cette relation entre des concepts par trop abstraits, par trop absolus dans leur généralité, et la singularité complète des phénomènes, l'absolue singularité de la contingence de la vie. Et il se retrouve en cela avec Aristote qui disait le théâtre bien plus philosophique que l'histoire se préoccupant de la vie de tel personnage dans tel contexte à telle époque bien précise, alors que le théâtre nous montre le genre de choses qu'il peut arriver à tel ou tel genre d'homme ou de femme. Mais j'ai envie d'interroger, après la persuasion par un contenu, par un exemple, la persuasion par ce qui fait que l'art est art, l'articité de l'art, si l'on peut dire, la persuasion par la forme. L'efficace de l'art en tant qu'art, on le conçoit par l'envoûtement de l'oreille, l'envoûtement du regard, l'envoûtement des sens que provoque un certain art qui se communique à l'esprit par une forme de charme qui gagne la pensée. Mais pour avoir un effet pragmatique, l'art doit agir sur les moteurs de l'action. Et quels sont les moteurs de l'action ? Les moteurs de l'action sont au nombre de 2, pour simplifier. Les croyances, les représentations, notre manière de concevoir le monde, qui peut être travaillée, on l'a dit, par des exemples, par des arguments, par des démonstrations, par des concrétisations de principes. Je n'y reviens pas. Mais il y a un deuxième mobile, un deuxième moteur à l'action, les affects. Et en matière d'action, je rebondis sur une chose qui a été dite par Philippe Corcuff, peut-être d'une manière insuffisamment claire, il avait été repris par quelqu'un dans l'assistance. En matière d'action, la raison n'est pas souveraine. En matière d'action, la volonté ne peut pas être mue par la seule raison. Certains philosophes ont même un terme pour cela. Ils disent que quand la raison n'en finit pas de peser, de sous-peser les conséquences, de comparer les stratégies, de douter d'elle-même, on en arrive à une forme de faiblesse de la volonté qu'on peut appeler l'acrasie. Et le théâtre qui interroge l'action interroge aussi parfois la faiblesse de la volonté. En tout cas, c'est certaines interprétations d'Hamlet ou de Lorenzaccio qui vont dans ce sens. Les affects, donc, ont une puissance de mobilisation, une puissance qui, si elle n'est pas aussi forte, est du moins, si elle n'est pas plus forte, est du moins aussi forte, je pense, que celle de la raison. Or, le fait que les fictions déclenchent des affects n'est pas approuvé. On le sait depuis Platon, qui était effrayé à l'idée de maintenir des poètes dans la cité et qui cherchait précisément à les exclure. On sait depuis Platon que la poésie éveille la partie irrationnelle de l'âme humaine, c'était sa vision, et donc qu'il s'agissait, pour sauver la partie rationnelle des citoyens, de maintenir à l'écart ces poètes. Autrement dit, pour conclure cette partie-là, l'action politique suppose des valeurs qui sont le fruit, en effet, d'éléments cognitifs, de croyances, mais aussi d'émotions, mais aussi de désirs, mais aussi d'affects. En quoi les luttes sociales, pour en revenir au titre du colloque, seraient bien inspirées, comme nous y invite ce colloque, de lorgner du côté de l'art. Mais on va progresser peut-être dans ce propos et analyser si, pour être subversif, l'art a véritablement toujours besoin d'une thèse proprement politique ou d'un thème même social. Est-ce que la gratuité esthétique, est-ce que la gratuité politique aurait, elle aussi, une efficace politique, elle aussi, une forme de subversion nichée en elle? Et c'est la question, avec cette question de l'invention de la gratuité poétique et esthétique, c'est la question de l'avant-gardisme esthétique et du parallèle avec l'avant-gardisme politique que j'ai envie de poser. En citant un autre philosophe, un penseur de l'école de Francfort de la première génération, Herbert Marcuse, qui disait que Rimbaud et Baudelaire étaient peut-être plus révolutionnaires encore que Brecht, parce qu'il y a dans la révélation du fait poétique la révélation même du potentiel réprimé de l'être et, ajoute Marcuse, le potentiel réprimé de la nature. Dans la poésie, il y a le pressentiment, nous dit Marcuse, d'une existence plus libre, d'une existence plus pure. Un autre auteur, marxisant lui aussi, de l'école de Francfort également, Adorno, considère même que l'art par essence,
l'art qu'il considère comme art, est émancipateur. L'art en lui-même, nous dit Adorno, a une fonction critique, parce qu'une œuvre d'art digne de ce nom, par la liberté même dont elle procède, est souveraine, et cette souveraineté même de l'art en fait une arme contre tous les systèmes de domination. Avec Rimbaud, avec Adorno, la question de la forme, on le voit, est posée avec plus encore d'acuité. L'art doit procéder d'une liberté, et c'est par cette liberté que la discordance artistique peut rejoindre la discordance sociale, la discordance politique. Autrement dit, l'art politique ne saurait se contenter d'infuser des formes conventionnelles. C'est là un point historique extrêmement important. Et j'ai envie de citer à nouveau l'exemple de la révolution soviétique. Au lendemain de cette révolution, il y a une bagarre dans les domaines de la culture, une interruption sympathique. J'espère qu'elle va être bavarde aussi. Voilà. Il me reste 10 minutes. Je trahis le papier, le papier ne dit pas ça. Comment expliquer l'art à un lièvre mort? Je dois dire que même à des êtres humains, ce serait une tâche très sévère. Et je m'applique à montrer combien ces définitions se succèdent sans jamais se contredire absolument. Mais je garde à l'esprit l'idée du lièvre, on verra si elle ressurgit. Alors j'en étais à la querelle entre différents artisans de la Révolution. Je pense à Mayakovsky qui représente le courant novateur, le courant futuriste, et je pense aussi au Proletkult qui représente une forme de révolution culturelle, de démocratie culturelle. Mayakovsky était convaincu qu'à la révolution politique devait s'adjoindre une révolution dans le domaine des arts, une révolution esthétique, celle des avant-gardes. Or, le Proletkult considérait qu'à la révolution politique, au partage du pouvoir, à l'attribution à tous du pouvoir, à la République enfin sociale et pas simplement citoyenne, il fallait conclure dans le domaine de l'art à la démocratie culturelle. Il fallait mettre un pinceau dans la main de chaque ouvrier, de chaque paysan. Il fallait que tous puissent s'exprimer culturellement. Pour Mayakovsky, c'était là une grande erreur. Dans l'état d'éducation qui était celle de la masse des paysans, de la masse des ouvriers, Mayakovsky voyait un grand danger. Il voyait poindre la répétition de l'art bourgeois, voire de l'art petit bourgeois, dans des réalisations encore moins intéressantes que celles du régime précédent. On le voit par le fait que les œuvres de Mayakovsky, des futuristes, passé le début de la Révolution, n'ont pas touché le peuple, ont même parfois créé une indisposition du peuple, on voit la difficile conciliation entre l'innovation en art et le progressisme politique et social. Il y a eu des moments exceptionnels, le tout début de la Révolution russe, mai 68 en est un autre, il y a eu des êtres exceptionnels qui ont réussi à fondre cet aspect révolutionnaire sur le plan politique et cet aspect révolutionnaire sur le plan artistique. On peut penser là au cas bien connu de Picasso, mais encore une fois, on pourrait citer aussi des exemples de républicains ne partageant pas cette esthétique de Guernica pour dénoncer l'envahisseur et dénoncer le franquisme s'en prenant à cette démocratie républicaine. De tels exemples, de toute manière, sont extrêmement rares et on peut le comprendre théoriquement par le fait que l'avant-garde esthétique va de pair avec l'autonomisation des questionnements esthétiques, la singularité d'une voie esthétique, une singularité qui tend à aller vers un élitisme, et je ne juge pas moralement l'innovation en le disant. Et du côté de l'avant-gardisme politique, il y a l'envie que l'art serve un enjeu, et il va tirer le pouvoir, tirer l'art vers une version populiste. Là aussi, il n'y a pas de jugement moral. On pourrait dire diriger cette fougue révolutionnaire vers la totalité sociale. Cette contradiction paraît irréductible. On ne peut, semble-t-il, valoriser à la fois l'originalité, le régime de singularité, c'est une question que posait Gourcuff au terme de sa conférence, l'individualité déployant excessivement son potentiel, et d'un autre côté, une concordance, un travail sur le commun, une adéquation aux masses, une conformité au régime de la communauté. Et on peut difficilement attendre du peuple qu'il suive toutes ces transgressions spontanément, toutes ces innovations culturelles, ce haut niveau de culture qui était celui des avant-gardes, parce que ces avant-gardes transgressaient des codes qui eux-mêmes n'étaient pas forcément des codes accessibles auxquels le peuple
avait été familiarisé. S'ajoute à la difficulté de joindre cette innovation artistique à la cause révolutionnaire le fait que cette innovation, aujourd'hui, est très largement saluée, très largement récupérée, c'est selon, par le pouvoir d'État, par les institutions culturelles bourgeoises qui la subventionnent, qui l'exposent, qui la diffusent, et par le marché qui l'achète, qui le produit. Cette institutionnalisation, cette commercialisation quasi immédiate des œuvres les plus critiques formellement et sur le fond, les prive, d'une certaine manière, d'une part de leur pouvoir subversif. Alors comment parvenir tout de même à défendre à la fois des expérimentations singulières osées et le souci de la communauté populaire, le souci de la communauté sociale et démocratique. Et c'est ce que je vais chercher à m'employer de faire en passant au deuxième temps, je serai plus bref, sur la question non plus de la politique de la création, mais de la citoyenneté de la réception. Qu'est-ce que j'entends par cette expression ? Je ne sais pas si je peux m'autoriser, comme on a commencé à 15h, à terminer à 8h. Je ne sais pas si... C'est bon, merci, j'attendais l'accord de la maître de cérémonie et de la chef. Voilà, il y a quand même une hiérarchie dans ces milieux qui ont l'air dans les marges. Il y a une hiérarchie. Je m'y tiens pour l'instant. Alors, j'avais envie de commencer cette question, cette interrogation de l'art côté public en interrogeant l'échec plusieurs fois clamé de la démocratisation culturelle. De fait, on constate qu'après 40 ans d'efforts considérables de décentralisation, de multiplication des infrastructures culturelles, de multiplication de l'inventivité tarifaire, de multiplication d'idées très ingénieuses, plus ingénieuses les unes que les autres, eh bien, il y a une reproduction du taux de pourcentage des classes sociales dans leur représentation dans les lieux de culture. Les chiffres français sont plus réguliers et remontent à plus loin. On a des chiffres qui nous indiquaient, par exemple pour la sortie au théâtre, qu'en 1973, 38 cadres sur 100 sortaient au théâtre une fois au moins dans l'année. En 2008, sauf erreur, ils étaient 44, une progression de 6 points. Sur le même laps de temps, au niveau des ouvriers non qualifiés, il y en avait, je crois, 5 en 1973 sur 100 qui sortaient au théâtre, et il y en avait 8 en 2008. Donc on peut souligner le progrès, mais on peut aussi souligner combien l'inégalité finalement s'est accrue. On est passé de 5 à 8, une augmentation de 2, on est passé de 38 à 44 dans le cas des cadres, une augmentation de 6. Tant d'efforts pour poursuivre une inégalité entre les couches sociales dans leur accès à l'art peut évidemment légitimer un discours qui considère qu'il faut en finir avec la démocratisation culturelle, qu'il faut abandonner cette politique-là pour se lancer dans une politique qu'on appelle de la demande, une politique qui confirme les choix spontanés des uns et des autres et qui soutient paradoxalement ce qui marche déjà, qui soutient l'audimat. Cette manière de voir les choses est une manière simpliste qui analyse probablement de manière insuffisante les causes véritables de l'échec de la démocratisation culturelle. En effet, il y avait des barrières géographiques dans l'accès à la culture. Malraux l'a compris en démultipliant les infrastructures culturelles. Et depuis les années 80, en Suisse romande, on crut le nombre aussi de structures théâtrales, de structures culturelles de tout type. C'est un obstacle qu'on a bien pris en compte. Les obstacles tarifaires ont été, eux aussi, très heureusement pris en compte, avec beaucoup d'inventions. Le théâtre, l'opéra restent peut-être encore trop chers, néanmoins, il y a des efforts considérables, à Genève notamment, qui ont été réalisés. Mais il y a d'autres barrières plus insidieuses. Je passe sur les barrières physiques qui, elles aussi, sont prises en compte, les rampes pour handicapés, on pourrait parler aussi du travail avec les sourds, les malentendants, on pourrait parler aussi des problèmes linguistiques pris en compte avec les politiques de surtitrage, encore un peu balbutiantes dans le monde du théâtre, qui sont déjà un héritage dans le domaine de l'art lyrique. Mais ces barrières plus insidieuses qu'on a omis de prendre suffisamment en compte sont les barrières symboliques, sont les barrières cognitives, les barrières au niveau des représentations, les barrières au niveau des codes culturels, les barrières au niveau des idéologies, des visions du monde. Et c'est cette prise en compte de ces barrières qui me semble impliquer une nouvelle forme
de politique de démocratisation qu'on peut appeler la médiation après d'autres, une politique de médiation qui se devrait d'être, à mon avis, sociale, esthétique, citoyenne et critique. Alors comment expliquer déjà ce premier adjectif d'une médiation sociale ? Une médiation sera sociale, d'après moi, par le public auquel elle s'adresse, par la quantité de public qu'elle vise et aussi par l'attitude du médiateur. Le public à viser n'est pas le public actuel du théâtre. Bien sûr, des médiations peuvent aller à l'endroit de ce public-là. Ce n'est pas ce que j'appelle une médiation sociale, c'est une médiation par ailleurs légitime. Bien sûr, on peut développer une politique de médiation à l'égard de ce qu'on a pu appeler le public potentiel du théâtre, celui qui viendrait plus souvent, moyennant une politique de communication plus agressive, moyennant une politique tarifaire plus avantageuse, c'est ce que j'appelle du marketing. Ce n'est pas là non plus le non-public que je vise. Le public que je vise, c'est celui qu'on peut appeler aussi le public des empêchés, le public éloigné, les personnes en prison, les personnes dans des hôpitaux, les illettrés, les SDF, les immigrés, les exclus, etc., etc. Pour toucher ce public-là, pour qu'il ait l'audace d'être lui-même lorsqu'il affronte un code culturel qui n'est pas le sien, je pense qu'il convient de proposer des médiations à des groupes restreints et à des groupes, j'ajouterais, socioculturellement homogènes. On peut trouver là une limite peut-être à l'hétérogénéité qui serait riche d'un groupe auquel on s'adresse. Mais je crois que d'une part, et c'est l'objet de quantité d'écrits dans la dynamique de groupe, que d'une part, la participation et l'écoute, et non pas seulement la participation ou seulement l'écoute, la participation et l'écoute sont les plus favorables dans des petits groupes. On rejoint là la forme de la guérilla qui, elle aussi, imaginait des luttes infimes, mais des luttes profondes. Socialement, socioculturellement homogène, je le disais, parce que je pense que l'audace d'être soi-même, c'est dans un groupe qui a à peu près les mêmes représentations, et c'est peut-être dans le cadre d'associations de la société civile organisée qu'on peut les trouver. Imaginez un Cicérone, un beau parleur qui ramène toute la couverture à lui, évidemment, pourrait être hautement défavorable à l'idée démocratique de ce partage. Quant à l'attitude du médiateur, très simplement, très rapidement, je dirais qu'elle doit éviter deux écueils. L'écueil du populisme, de la complaisance envers le public, un écueil qu'on peut retrouver notamment, et là je fais une autocritique, dans le travail social. Il peut y avoir des fois une tentation à valoriser tout ce qui sort de la parole de l'usager, je caricature, et à valoriser quoi que ce soit qui soit dit. C'est ce que j'appelle le populisme, la démagogie, la complaisance. Mais il peut y avoir l'écueil inverse, dans les mêmes milieux, mais dans les milieux artistiques et culturels aussi, l'écueil du misérabilisme, ne voir que le manque chez l'autre, ne voir que la carence, voir un tonneau vide qu'il s'agit de remplir. L'attitude du médiateur doit être sociale aussi parce que je crois que dans la pédagogie à mener dans un groupe, il faut une pédagogie qui ne soit pas celle d'une pédagogie magistrale classique, mais une pédagogie qu'on pourrait dire active, une pédagogie qu'on pourrait dire constructiviste, une pédagogie où le médiateur n'est pas un gardien du sens. Pour reprendre l'exemple de la Grèce ancienne, on pourra parler de la maïeutique de Socrate comme étant l'image, l'accouchement en faisant parler les autres, en suscitant leurs paroles, en aiguillonnant leurs paroles. Le sens n'est pas une production, le sens des œuvres n'est pas une production transcendante ou spontanée, mais ce sens est matière à jeu des interprétations. Il est matière à jeu des transactions. Et je crois bien qu'il n'y a pas de chose plus importante à partager dans la médiation que le partage lui-même. Je parlais de médiation esthétique et de médiation citoyenne. Esthétique, esthésique, on pourrait même dire, et citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme barbare d'esthésique ? Ça veut dire que le rapport à l'œuvre, indépendamment du médiateur, est tout d'abord, lorsqu'on voit un spectacle, lorsqu'on découvre un film, lorsqu'on entend un concert, c'est une jouissance sensuelle, une perception. Certains parlent de signifiance, en s'attachant à la relation sensuelle du sujet à l'objet. Le sujet, dans ce moment de jouissance de l'œuvre, est tout mêlé à l'objet. Il y a une forme de plaisir sensuel, que vous ayez de la détestation ou de l'estime pour ce que vous voyez. Mais les philosophes, les spécialistes de l'esthétique nous l'apprennent, toute perception dépasse le niveau brut d'une simple, stricte perception, de simple et stricte sensation ou affection. Il y a un deuxième temps, le temps esthétique, le temps de l'analyse,
Le temps qu'on appelle après Kant, c'est peut-être pas très heureux, mais le temps du plaisir esthétique, le plaisir de conjecturer autour de l'œuvre, de spéculer, de faire des hypothèses, selon la pédagogie que j'évoquais tout à l'heure. Alors faire des hypothèses avec quelles œuvres? Comment indiquer la richesse d'une œuvre? Certains considèrent que l'œuvre entière, son sens, est niché dans la vie de son auteur, dans la vie du metteur en scène qui en a choisi le thème, dans la vie de l'interprète qui l'incarne. D'autres considèrent, les marxistes, que c'est le contexte socio-historique qui est important. D'autres considèrent que c'est le contexte du champ artistique, Bourdieu, qui est important pour interpréter une œuvre. D'autres considèrent qu'il faut abandonner le contexte, se concentrer sur l'œuvre, et c'est les analyses plus structuralistes, plus formalistes de l'œuvre. Et on peut voir aussi, je suis bref, une troisième manière de s'intéresser à ce moment-là, en considérant que ce n'est pas telle interprétation historique, contextuelle, sociologique, psychanalytique, formaliste, structuraliste de l'œuvre qui importe, c'est de savoir quelle expérience en a été faite par tel spectateur singulier, par tel autre spectateur singulier. C'est ce qu'on peut appeler une approche par l'expérience, une approche pragmatiste, une approche même phénoménologiste. Et puis il y a un troisième moment, le moment qui me permet de qualifier cette médiation de citoyenne. C'est le moment de l'appropriation de l'œuvre. On abandonne la jouissance, on abandonne le plaisir analytique des conjectures de l'œuvre, et on se libère de ce moment vécu, et on analyse dans quelle mesure il nous a changé ou pas, au niveau sensible, au niveau sensitif, au niveau intellectuel, dans notre présence existentielle et intellectuelle au monde, dans notre présence spirituelle et sensible. C'est le moment de la présence pleine, le moment de cet exercice de citoyenneté, de cet exercice de la pluralité, pour reprendre un terme qu'on a évoqué avec Aristote, qui me semble fournir une analogie avec l'exercice démocratique, qui est lui aussi un exercice de la pluralité. Et c'est un exercice citoyen qui nous rapproche de l'éthique, car l'éthique est cette faculté dans un groupe peut-être, dans la vie de tous les jours aussi, de se mettre à la place de l'autre, de dialoguer avec l'autre, de dialoguer ou d'opérer un dialogue qui mêle le commun et le singulier, qui mêle le sensible et le rationnel. Enfin, je dis de cette médiation qu'elle doit être critique. Elle doit être critique au sens où il faut se regarder faire lorsqu'on est un médiateur. Il faut se regarder faire, il faut se regarder être, parce que tout médiateur, on l'a vu à travers Sartre, on l'a vu à travers Pascal, tout médiateur est situé. Tout médiateur a une forme d'habitus singulière. Tout médiateur a une socialisation singulière. Tout médiateur a des goûts et des dégoûts. Et il doit, lorsqu'il se confronte à un groupe, être conscient de cela. Et puis d'autre part, cette médiation est critique parce qu'il faut être critique à l'égard de la culture dont on va proposer la médiation. Le patrimoine artistique n'est pas neutre. Le patrimoine artistique est issu de rapports de force, il est issu d'un contexte social, un contexte social qui en fait parfois un objet de distinction, et il est un objet qui joue un rôle dans les rapports de légitimité, dans les rapports de sens si importants, on l'a dit, dans les luttes sociales, à travers l'introduction sur Brecht et Bourdieu. En conclusion, j'aimerais dire qu'à la condition d'être sociale, à la condition d'être esthétique, citoyenne et critique, une telle action de médiation peut favoriser modestement, certes, mais avec la modestie même du guerriero perdu dans la jungle de l'industrie culturelle, peut favoriser le couplage entre avant-gardisme esthétique et communauté citoyenne, entre engagement social et engagement artistique. Je vous remercie. Moi, je voulais poser cette question par rapport à tout ce système de représentation et de code. Moi, je suis dans l'enseignement des arts, au niveau des arts plastiques et de l'histoire de l'art. Et disons, de mon expérience, je trouve que tout ce travail de transformation de l'être humain par l'art est tellement peu pris en compte dans l'éducation depuis la tendre enfance que je me demande s'il n'y a pas tout un travail à faire
pour réhabiliter cette dimension dans l'éducation globale. Enfin, la place de l'éducation artistique nous semble tellement ténue et peu valorisée en termes d'heures, le contenu il y est, mais en termes d'heures, que il me semble que si ce travail n'est pas fait à l'école, il y a déjà toute une partie qui est endommagée, je pourrais dire. Alors, si d'autres questions surgissent. Quel mode de médiation sociale vous privilégiez pour aller à la rencontre de tous ces exclus, SDF, etc. Parce qu'on peut le faire de manière locale. Alors en général, ça marche très bien, les gens sont très contents, il y a une réelle proximité avec le public, mais ça reste très très local. Et le but, ça serait peut-être de faire grandir cet aspect local pour que ça englobe un peu le reste. Et comment on peut faire ça, selon vous? Merci. Bonsoir. Entre la relation entre art, société, politique, je pose la suivante question. Moi, je suis chef technique de la Terrasse du Troc. C'est le seul festival des proximités qui existe à Genève. Ça fait 6 ans que ça existe à Genève. On travaille dans les quartiers. On était 3 ans à Saint-Jean, 3 ans au Bois de la Bâtie. Et puis maintenant, on va à Gessendorf. Chaque année, on a un mois de subvention. Cette année, on n'a pas eu la subvention de la loterie romande, ce qui nous va s'obliger de couper la moitié de notre travail. Et je vois la situation des artistes, des techniciens à Genève qui était absolument catastrophique. On n'existait pas au niveau des protections sociales. Et si un acteur, un danseur, un technicien au chômage, bon, il est laissé à lui-même, c'est-à-dire la classe politique, soit de gauche ou de droite, simplement, je ne sais pas. Et on parle de Genève de la culture, mais je vois difficile. Et alors je me pose la question, comment travailler dans un contexte politique pareil pour pouvoir développer un art de proximité? Comment on peut continuer à travailler avec la population avec de telles difficultés? Et la Terrasse du Troc, malheureusement, c'est en même temps que la fête de Genève. La fête de Genève, c'est une fête pour les touristes, c'est pas une fête culturelle, mais qui a énormément plus d'importance qu'un festival qui travaille avec les quartiers, avec les associations d'habitants, avec les enfants. Alors je me pose vraiment la question, comment est-ce qu'on va faire pour continuer à travailler dans un contexte pareil? Alors ce sera la dernière question, malheureusement. Bonjour. Je rebondis sur ce que monsieur vient de dire. Je travaille dans une maison de quartier aux Avanchais et nous avons, comment je pourrais dire, quelques projets culturels car c'est les Avanchais, donc c'est un lieu qui, c'est sur Vernier. Et Vernier au niveau théâtral, musical, enfin les Avanchais, il y a beaucoup d'associations, mais il n'y a pas vraiment une volonté par rapport aux arts, enfin de développer, etc. Et on est en train de faire une réflexion, l'équipe, là-dessus, qui est très difficile, car, comme vous le dites, il y a les finances, il y a le personnel, comment toucher une population qui n'est pas du tout dans ce genre de... Enfin, qui n'est pas, on verra, mais qui n'est pas moins sensibilisée qu'ailleurs, en tout cas, par rapport aux Avanchais. Et on se posait passablement de questions, comment travailler avec cette population ? Merci beaucoup. Donc je vous donne la parole, Mathieu. Alors je vais essayer d'être rapide avec le souci de vos estomacs parce que je sais que le temps de la projection est fixé et pour que le débat qui lui succédera ne soit pas repoussé, il faut vraiment qu'on soit bref. Donc je vais sans doute vous frustrer et je vais être très, très réducteur dans mes propos. Sur la question de l'école et de la culture, vous avez raison de la poser. Et effectivement, l'éducation artistique est centrale.
est même plus importante encore probablement que ce que je viens de dire, qui pouvait s'adresser à des publics adultes, qui peut s'adresser à des publics enfants aussi, mais qui s'adresse à des publics adultes. Parce qu'il me semble qu'on a souvent le souci de la scolarité et des écoles dans les théâtres, encore insuffisamment au niveau de la qualité de la collaboration avec les écoles, de la possibilité d'exploiter la culture en classe, encore qu'il y a des exemples étonnants et très favorables à Genève. Mais vous avez raison d'insister sur le fait qu'il y a là un élément central pour qui se préoccupe de démocratie culturelle comme de démocratisation de la culture. Et j'en veux pour preuve une analogie que propose Bourdieu, qui est assez provocatrice dans L'amour de l'art. Il dit ceci à peu près, en substance: la culture c'est comme la drogue. C'est-à-dire que plus on en prend, plus on y prend goût. Et on trouvera même des plaisirs ou un intérêt à s'interroger sur un spectacle qu'on n'a pas aimé, un film qu'on a détesté. Si on n'a pas goûté à la drogue, eh bien on n'en ressent pas le manque. Et c'est précisément cette question-là, de susciter la curiosité, l'intérêt, le manque chez des gens qui n'ont pas eu un goût de la culture peut-être développé en famille, développé dans leur enfance. Donc cette question-là est centrale. Et pourquoi l'école a également tort de ne pas s'y impliquer, même pour les branches qu'elle considère comme sérieuses? J'ai envie de citer un autre auteur, Lucrèce, qui, dans son ouvrage Physique de la nature, commence par dire en introduction: si tu abordes une matière compliquée, il faut enduire de miel tes paroles. Et je crois que ce miel, ça peut être l'art, quelles que soient les disciplines qu'il s'agit d'aborder à l'école, et que ce serait peut-être une manière aussi de rendre l'école plus performante, si l'on peut dire, avec des gens qui n'ont pas les codes culturels valorisés dans le cadre scolaire. Sur la seconde question, oui, vous avez raison, cette action est très locale, mais je crois que c'est à la fois sa limite et son mérite, car seules des actions au plus près des gens, prenant la peine d'un contact véritable, profond, entier avec la personne, seul ce type d'action parfaitement volontariste peuvent donner des résultats. Là, j'aimerais donner la parole, ça ne peut pas être le cas maintenant, à mon ancien collègue Thierry Ruffieux, à Mérin, qui n'a eu de cesse de travailler avec des personnes âgées, des petits groupes de 10-12, avec des personnes au bas des immeubles, avec des jeunes qui sortaient un peu de l'orbite formative, qui avaient des difficultés scolaires, avec des femmes migrantes. Et c'est dans un travail continu, soigné, avec une approche au fur et à mesure des mois, au fil des années, qu'un lien peut se nourrir, peut se nouer et peut être ensuite investi d'une dimension culturelle. Ce travail est capillaire, ce travail est harassant, ce travail coûte cher, mais c'est le seul moyen de véritablement permettre de ne pas être simplement dans une démocratisation superficielle. L'éducation populaire, l'histoire de l'éducation populaire, les échecs comme les quelques réussites des universités populaires nous renseignent de la même façon. Je pense là aux universités populaires comme elles ont pu l'être dans les années 1902-1910, notamment en France, les universités populaires ouvrières. S'agissant de la question des politiques culturelles, alors comme j'ai traité de cette question-là à Genève dans un autre contexte, au RAC, je m'étais dit que je n'en parlerais pas ce soir, mais je peux juste dire un mot pour dire qu'effectivement, si la culture importe ou non à une démocratie, c'est qu'importe ou non à cette démocratie un miroir ou un phare dans lequel elle se mire, dans lequel elle imagine son avenir. Pourquoi la tragédie athénienne est-elle née en même temps que la démocratie? C'est la question que se sont posées quantité de philosophes de l'esthétique, quantité de philosophes de la politique. Certains répondent que c'est par le fait d'avoir pu poser des questions par le biais du théâtre, à travers cette distance-là, à travers ce miroir-là, en réunissant toute la cité dans ce théâtre-là, c'est par ce biais-là qu'on a pu rehausser ce qu'on appelle l'infrastructure mentale des citoyens, de ce peuple athénien qui, du jour au lendemain, aux alentours des années 480, est devenu citoyen, alors qu'il ne l'avait jamais été jusque-là. Alors on me dira, mais pourquoi pas à nouveau des spectacles comme ceci? On était dans une homogénéité culturelle, dans une homogénéité de conditions, dans une forme urbaine d'une modestie qui permettait ce moment sacré, ce moment homogène. Schiller dit « on ne pourra jamais plus revivre ce moment grec ». Alors, il ne faut pas l'idéaliser, on sait qu'il y avait de l'esclavage pendant que les gens allaient au théâtre, on sait tout ça, c'est vrai.
Et c'est la raison pour laquelle, ne pouvant plus imaginer ces grands rassemblements, je pense qu'il faut agir en guerrieros et de la culture et de l'art en particulier. J'avais envie de dire également que les acteurs culturels se doivent d'ajouter dans ce combat pour la défense de leurs conditions d'existence, la défense des subventions à la culture, la défense, s'il s'agit de les défendre, des institutions culturelles, doivent aussi être sensibles à la nécessité de démocratiser la démocratie elle-même. Si, lorsqu'on est ouvrier, et qu'on a un salaire de misère, qu'on est un exclu, qu'on a un salaire plus misérable encore, on ne trouve ni les moyens, ni l'énergie, parce qu'on est abîmé dans des conditions psychiques et physiques pénibles, de grande pénibilité, comment veut-on être à niveau dans l'interpellation des œuvres, et encore plus dans l'interpellation d'œuvres pointues, d'œuvres en recherche, d'œuvres qui ne se moquent pas du spectateur? Comment? Donc je crois que la politique de défense d'une démocratie culturelle et d'une démocratisation de la culture doit être une politique sociale, une politique économique différente. Quant à la dernière question qui me semblait rejoindre un peu les précédentes, j'avais envie de simplement citer un exemple. Comment peut-on intéresser une association quand on a la meilleure volonté du monde? On vient avec une offre en boîte, du style de la médiation que j'évoquais de manière très théorique, j'en conviens. Comment croire qu'on va intéresser? L'association nous remerciera, nous saluera et nous renverra. J'ai vécu cette expérience à Neuchâtel, au Centre culturel neuchâtelois. Je m'étais promis, chaque fin de mois, j'allais boire le café au moment où il y avait le plus de chômeurs et je leur parlerais de la programmation du Centre culturel du mois qui allait suivre. Et je le faisais. Et pas un ne venait. J'avais décidé de distribuer des billets à 5 francs. Dans la Grèce ancienne, on indemnisait même les personnes qui devaient subir un manque à gagner en lâchant leur échoppe. Je ne pouvais pas me permettre cela à Neuchâtel, donc j'avais simplement décidé d'un prix à 5 francs qui me semblait quand même admissible et qui nous permettait de comptabiliser cette nouvelle politique d'approche de ce public social. Le deuxième mois, personne. Le troisième mois, personne. Le quatrième mois, je continuais à y aller, je bavardais, tout le monde était gentil avec moi, personne. Et je me suis dit, je vais changer une petite chose. Je me suis dit, évoquant Bourdieu, que la curiosité, ils ne l'ont pas lu, que les inhibitions psychologiques, si fortes, si insidieuses et si peu prises en compte par les politiques de démocratisation culturelle, jouaient à plein dans leur esprit. Et je me suis dit, abordons-les en ajoutant un élément. Si vos enfants veulent vous accompagner ou si vous voulez que ces billets profitent à vos enfants, c'est également possible. On a une saison jeune public, je vous présenterai aussi ces spectacles-là. Et à partir de là, j'ai vu le premier chômeur arriver avec son enfant. Et quand je lui ai demandé si il pouvait m'expliquer ce changement de positionnement par rapport à notre petit théâtre, il m'a dit que lui pouvait se refuser cette chose-là, mais il ne voulait pas la refuser à son enfant. Il ne voulait pas que son enfant n'ait pas la chance qui lui avait été finalement manquée ou interdite ou empêchée dans son propre jeune âge. Et de son enfant et de lui, au sortir de ce spectacle jeune public, de ce premier spectacle, c'est lui qui était le plus ému.